19, ont fait que le centre de gravité du monde musulman, qui était traditionnellement en Égypte ou au Levant, s'est déplacé vers les pays du Golfe. Et quand il y a eu l'invasion soviétique de l'Afghanistan et que l'Arabie saoudite s'est débarrassée de ses extrémistes pour les envoyer combattre avec Ben Laden en Afghanistan, comme ils ont eu gain de cause que les Russes se sont retirés, que l'Union soviétique s'est effondrée, ils en ont récolté un immense prestige. Et cela a donné à ce qu'on appelle le salafisme un impact mondial, évidemment, grâce aux pétrodollars, qui ont permis de financer moult mosquées, madrasas et formations d'imams dans des universités de Médine ou de la Mecque. Disons que la configuration même du monde musulman a changé. J'ai eu l'occasion de me rendre au Mali, j'ai interrogé les autorités religieuses qui m'ont confirmé que depuis 30 ans, la boucle du Niger avait été au rythme d'une madrasa ou d'une mosquée par semaine, profondément modifiée par rapport à ce qu'elle était préalablement. Autrefois, il y avait un islam traditionnel, hein, et à cet islam traditionnel a tendu à se substituer un islam salafiste. Donc, on voit que sur le monde musulman, cette réponse, parce qu'il faut quand même ne pas tout rapporter l'Occident, il faut s'imaginer qu'il y avait dans les tréfonds de l'Orient aussi des choses qui surveillaient depuis longtemps. L'islam existe depuis 15 siècles. Et cette réponse, qui n'était pas la réponse moderniste, qui n'était pas non plus la réponse traditionnelle, qui était une réponse du retour aux sources. Salaf, ça veut dire les pieux ancêtres. Cette réponse sommeillée, elle a été activée d'une part par l'affaire d'Afghanistan et d'autre part par deux choses. La révolution islamique en Iran, qui au départ procédait d'un mouvement pan-islamiste inspiré par les frères musulmans dont je vous ai parlé. Khomeini lui-même était une des figures de proue de ces frères musulmans. Alors il y avait d'autres théoriciens, Saïd Qutb, qui était, je dirais, le deuxième théoricien égyptien, mais au Pakistan, Maududi, et la prise du pouvoir par Khomeini en 1979, c'est évidemment une révolution. Ça veut dire que le régime du Shah tombe, non pas sous la poussée des progressistes, du Parti communiste Toudé, mais il tombe sous la pression des mollahs, c'est-à-dire du clergé chiite, qui au nom d'une certaine conception de la foi et du droit, on appelle ça en perse le velayat al-faqih, impose une théocratie. Ça ne s'était jamais vu en plein XXe siècle, alors que 20 ou 30 ans auparavant, tout le monde pensait que les modernistes avaient gagné, avec Nasser en Égypte, avec Bourguiba en Tunisie, avec les partis basses en Syrie et en Irak. Brusquement, on voit surgir un régime religieux. La réponse, c'est la guerre Irak-Iran. L'Iran sera obligé à la fin de mettre les pouces, mais on ne peut pas dire que l'Iran a été vaincu dans cette guerre. L'Irak est évidemment très endetté, très affaibli, et ça va donner lieu à la première guerre du Golfe. Première guerre du Golfe que Huntington décrit comme la première guerre civilisationnelle. Donc d'un côté, vous avez un fondamentalisme chiite en Iran, et vous avez bientôt un fondamentalisme sunnite qui va s'organiser, parce que Ben Laden et la Légion arabe qui se trouvait en Afghanistan ont considéré qu'il n'était pas normal qu'on fasse appel à une armée américaine, à une armée de croisés pour défendre le royaume qui protégeait les lieux saints, et que c'était à eux qu'il aurait fallu faire appel. Donc comme ils étaient déjà en opposition avec la monarchie saoudite, ils ont créé Al-Qaïda, premiers attentats dans les années 92, 93, déjà contre le World Trade Center, puis en 2001, l'attentat contre les tours jumelles de New York, qui évidemment marque une césure dans la période. Donc vous avez deux courants fondamentalistes qui se veulent tous les deux à leur manière anti-impérialistes, qui reprennent donc l'héritage d'un certain tiers-mondisme. Hein. En Iran, c'est le fait
théoricien qui s'appelle Ali Shariati, et dans le monde arabe, c'est le choix de Ben Laden de s'attaquer après l'URSS aux États-Unis. Car il faut se mettre dans la tête de ces musulmans puritains. Ils revivent aujourd'hui le premier siècle de l'islam, l'époque des grandes conquêtes. Ils imaginent qu'après avoir abattu l'URSS, assimilé à l'empire sassanide, l'empire perse de l'époque, eh bien, ils vont pouvoir, en quelque sorte, ajouter à leur bilan, à leur actif, hein, l'Occident, assimilé à l'empire byzantin, qui avait quand même mis beaucoup plus de temps avant de terrasser. Mais c'est une façon de voir les choses qui leur appartient. Il va de soi que les réponses apportées à tous ces problèmes par les Occidentaux, notamment par les États-Unis, n'ont pas été heureuses et qu'elles ont contribué à la déstabilisation du monde arabo-musulman et ont contribué également à nouer entre l'Orient et l'Occident un rapport dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas sain et qui débouche aujourd'hui sur le djihadisme à l'échelle mondiale, après Al-Qaïda, Daesh. Ces interventions, je le rappelle, ont été les 2 guerres du Golfe, qui en réalité n'en font qu'une, contre l'Irak, l'intervention en Libye en 2011, l'intervention en Syrie, qui juxtapose à une guerre civile intérieure, une guerre par procuration entre l'Iran chiite et les puissances sunnites, la Turquie et l'Arabie saoudite, pour l'essentiel. Alors, si j'ai fait ce long développement, c'est que bien évidemment, on ne peut pas comprendre Daesh en dehors de la destruction de l'État irakien. C'est impossible à comprendre. Le désordre qui s'est installé en Libye et en Afrique, dans le Sahel, ne peut pas être compris en dehors de la guerre qui aboutit à l'élimination de Kadhafi. Et le désordre actuel en Syrie ne peut pas être compris si on ne voit pas qu'il y a 2 guerres qui se superposent, qui se sont superposées depuis 2011 pour des raisons sur lesquelles je reviendrai si vous le souhaitez quand vous poserez des questions. Enfin voilà, je termine là mon 3e chapitre, c'est l'Orient dans la globalisation. Comment est-ce que ça a évolué depuis 30 ou 40 ans dans cet univers globalisé qui, de plus en plus, devient à elle-même, cette globalisation devient à elle-même sa propre fin. De plus en plus, on ne sait plus très bien où elle va, et je vais prendre quelques exemples pour vous le démontrer. La guerre du Golfe de 1991, c'est une manifestation de l'hubris de l'hyperpuissance américaine. Bien évidemment, on pouvait faire rentrer Saddam Hussein du Koweït sans guerre par la diplomatie. Mais cette guerre a été décidée dès les premiers jours par le président Bush, avec un Thatcher à l'époque. Il en avertit tout de suite le président Mitterrand. Donc cette première guerre a abouti à une longue période de blocus, puis ensuite à une 2e guerre destinée à finir le job, à la destruction de l'État irakien, avec des résultats qui n'étaient pas souhaitables, puisqu'on a fait le lit d'un fondamentalisme sunnite qui n'existait qu'en Afghanistan, mais qui s'est répandu dans le monde entier. Et d'autre part, on a installé l'Iran en puissance dominante du Moyen-Orient. Alors, je ne reviens pas sur la Libye et la Syrie, mais on constate que, évidemment, le terrorisme djihadiste s'est développé à l'échelle mondiale, et c'est quelque chose que les Français ne peuvent pas comprendre. Alors, bien évidemment, après les attentats qui ont eu lieu à Charlie Hebdo, au Bataclan, ou à Nice, ou à Saint-Étienne-du-Rouvray, etc., les Français ne comprennent pas très bien tout cet arrière-plan. Mais on pouvait quand même imaginer que tout ceci ne serait pas sans conséquence sur notre société. Étant donné que quand même nous avons une immigration importante, que cette immigration est mal intégrée, on peut dire intégrée à 50%, hein. C'est ce qui résulte d'une enquête de l'INED, hein, où on voit par exemple, ils se disent français, plus que je viens de le dire. C'est ceux qui